Je suis ravi de vous voir. Comme d'habitude, je reconnais 80% des têtes qui sont dans la pièce. Donc c'est bien, je suis en famille. Mais je vais vous parler de germanium et non pas de géranium, parce qu'on m'a dit récemment que c'était du géranium. Et vous voyez que c'était un extrait de presse du soir, donc le journal Le Soir de mars 2025. Alors, savez-vous qu'Homo sapiens ne traduit pas son histoire par les langues et les traditions? On aimerait bien, mais il traduit son histoire par ce qu'il a extrait du sous-sol. L'âge de la pierre, il extrayait des pierres. L'âge du cuivre, figurez-vous qu'il extrayait du cuivre. L'âge du bronze, la médaille de bronze aux Jeux Olympiques, c'est du cuivre et un peu d'étain. Il extrayait du bronze, l'âge du fer, puis il est passé avec les Romains aux 7 métaux. Les Romains connaissaient 7 métaux, c'est pour ça que nous avons 7 jours dans la semaine. Et ces 7 métaux, chaque métal correspondait à un astre et à un jour de la semaine. Lundi, Maandag, Monday en anglais, c'est le lundi. Et c'est le lundi, ça fait référence à la lune. Et la lune, ça ressemble à quelque chose d'argenté dans le ciel. La lune, c'est le lundi. Mardi, Mars, et Mars, c'est tout rouge, c'est le fer. Mercredi, Mercure, c'est à la fois le métal et la planète. Jeudi, Jupiter, et Jupiter, c'est le jour de l'étain. Vendredi, mesdames, c'est pour vous. Vendredi, c'est le jour du cuivre. Le plus beau, c'est le samedi. Samedi en anglais, c'est Saturday. Et la maladie du plomb, c'est le saturnisme. Et dimanche, c'est le jour de l'or. Et c'est le dernier jour de la semaine. Ainsi donc, les Romains connaissaient 7 métaux. S'ils en avaient connu 8, nous aurions un week-end de 3 jours. Mais ils n'en connaissent que 7 métaux. Nous sommes ensuite passés à la révolution industrielle et aux combustibles fossiles. Et si vous êtes ici dans un ancien charbonnage, c'est notamment lié à la révolution industrielle, mais pas que. Et nous sommes actuellement en train de diversifier toutes nos matières premières. Nous extrayons tous les éléments, nous, Homo sapiens, tous les éléments du tableau de Mendeleïev. Et ça va augmenter. Je ne sais pas comment ça va augmenter, mais ça va augmenter. C'est plein d'opportunités. Quand j'en parle à mes collègues économistes, j'ai quelques connaissances économistes, ils me parlent de créativité et d'innovation. Et parmi ces éléments figure le germanium. C'est le 32e élément du tableau de Mendeleïev. On ne fera pas énormément de chimie. Il contient 32 protons. Il a été découvert en 1886 par un Allemand, d'où le nom germanium. C'est d'ailleurs une petite référence à l'élément juste à côté, qui s'appelle le gallium et qui a été trouvé par un Français qui s'appelait Monsieur Lecoq, ça ne s'invente pas. Et le germanium, il y en a 1,6 ppm. ppm, c'est une partie par million dans la croûte terrestre en moyenne. Donc une partie par million, ça veut dire que si vous voulez trouver un germanium dans toute la population de la ville de Bruxelles, il y a 1,6 habitants qui est germanium. Tous les autres, du million d'habitants de Bruxelles, c'est pas des germaniums. Tous les autres, c'est autre chose. 1 ppm, c'est 1 habitant sur la ville de Bruxelles. Le germanium, il y en a 22 000 fois moins que le fer. Il y en a 12 fois moins que le lithium sur la planète. Il y en a 32 fois plus que l'argent, parce que, bon, quand même, et il y en a 888 fois plus que l'or. C'est pour ça que vous allez voir, l'argent et l'or caractérisent les choses. Alors, d'après les Nations Unies, pas d'après moi, il y a un groupe de chercheurs, d'experts, qui signale qu'aujourd'hui, on extrait 106 milliards de tonnes de la planète Terre. 106 milliards de tonnes, ça veut rien dire. C'est l'équivalent d'une piscine olympique toutes les 3 secondes. Mon fils a joué au basket. Une piscine olympique. Deux piscines olympiques. Francis. C'est 15 à 20% de l'énergie mondiale, c'est lié à l'extraction des matières premières. 15 à 20%, 4 piscines olympiques, depuis qu'on parle. Et donc, le charbon en est une. Alors, je sais bien que nous sommes dans un ancien charbonnage, mais je me permets de rappeler à tous les étudiants qui arrivent à l'université
et même s'ils ne sont pas tout jeunes, que le charbon constitue 32% de la production énergétique mondiale aujourd'hui, pas en 1956, que le gaz naturel en représente 23 et que le pétrole en représente 26. À eux trois, ces trois combustibles fossiles font 80% de l'énergie mondiale. Aujourd'hui, donc quand on vous parle de réduction, voire d'arrêt complet des ressources de combustibles fossiles, c'est une idée à suivre, mais vous voyez le chemin qu'il y a à faire. Et il y a quelques pourcentages d'autres énergies qui sont possibles. Donc, les médias, depuis quelques années, s'emparent de cette vérité. Ce n'est pas le chemin à suivre, mais aujourd'hui, c'est ça dont on parle. Le charbon, pour nous, la majorité d'entre nous, wallons, ça paraît l'énergie du passé, mais le monde ne s'arrête pas entre Moucron, Verviers et Arlon. Le monde étant plus lointain que cela, on a pas mal de charbon extrait dans le monde. Alors, il y a d'autres formes d'énergie. L'électricité n'est pas une forme d'énergie, c'est un transport d'énergie. Et vous voyez que si vous voulez des éoliennes offshore, celles qui sont dans la mer, il va vous falloir du cuivre, beaucoup de zinc, mais également tous les autres métaux que sont, c'est toujours les mêmes, nickel, manganèse, cobalt, chrome, molybdène, zinc évidemment, beaucoup de zinc, et un peu de terres rares. Les fameuses terres rares, les éléments du tableau de Mendeleev qui sont tout en bas, parce que Mendeleev avait bien compris que ça allait être terrible avec ces métaux-là. En fait, ils viennent tous se caser ici. Pas de terres rares pour les éoliennes terrestres. Il n'y a pas besoin de terres rares pour une éolienne terrestre. Il y a besoin de plein d'autres choses, mais pas d'une éolienne, pas de terres rares. Mais toujours beaucoup de cuivre. Vous verrez, si vous avez investi dans le cuivre, vous avez fait quasiment 200% de bénéfices depuis 2 mois. Si vous avez investi dans l'argent, l'élément argent, silver, pas money, vous avez gagné beaucoup d'argent l'année passée. Vous voyez que dans le nucléaire, il faudra beaucoup de chrome. Et que pour une batterie à lithium, et le gars qui a inventé la batterie à lithium était très fort en commerce. Une batterie à lithium, c'est 10% de lithium, mais c'est beaucoup de manganèse, beaucoup de nickel et beaucoup de cobalt. En tout cas, pour les batteries NMC, aujourd'hui, on développe d'autres batteries, LFP, il y en a d'autres, à l'aluminium également. Ainsi donc, si vous voulez du high-tech, il va vous falloir tout ça. Tout ça, c'est des terres rares. Erbium, europium, terbium, yttrium, cuivre, or, tantal du Kivu, cobalt, lithium, manganèse, nickel. Vous voyez, c'est sans fin. Et que si vous voulez construire des bâtiments, les 106 milliards de tonnes dont je vous parlais tout à l'heure, 106 milliards de tonnes, sur une population qui augmente depuis 1970, nous sommes 2 fois plus nombreux que depuis que je suis né. Le monde, il y a 2 fois plus de monde. Eh bien, vous voyez qu'on extrait énormément de sable, de granulats, d'argile, de calcaire et de dolomie. Nous extrayons, nous Homo sapiens, pour ce qui est peut-être nos besoins, en tous les cas pour ce qui est quelque chose dont on pense avoir une utilité absolue, nous extrayons toutes ces matières-là. Alors, qu'est-ce que c'est qu'extraire tout cela? Imaginez que vous avez besoin d'argent. Donc silver, pas money. L'élément chimique argent. Il vous faudra un élément qui a 47 protons. S'il n'y a pas 47 protons, c'est pas de l'argent. Cet élément qui a 47 protons, il n'est pas dans la vie sur Terre à l'état natif. C'est rare, ça existe, mais c'est rare. Il est dans un minéral. Ce minéral, il contient lui-même qu'une partie d'argent. Et ce minéral, il est dans un filon. Vous voyez, suivre le filon. Ce minéral argenté, c'est bien dit, ce minéral argenté, il fait un filon. Et bien globalement, si vous prenez une tonne de ce machin-là, vous aurez 0,01% d'argent. C'est 5000 fois plus que la moyenne d'argent dans la croûte terrestre, 0,01. Ça paraît peu, mais c'est énorme pour un géologue. Quand il voit ça, c'est argent et argent. 5000 fois plus que dans la croûte terrestre. C'est ça un gisement. Mais évidemment, quand il va exploiter cet argent-là, ce qu'il va vendre, souvent à un financier, c'est ça. Il va donc falloir transformer 0,01% d'argent en 100% d'argent. Il va falloir transformer un objet 10 000 fois plus que ce qu'il y a au départ. Pour ce faire, Homo sapiens considère qu'il doit faire toute une série de manips, et ces manips représentent environ 15 à 20% de l'énergie mondiale. Pas que pour l'argent, pour toutes les matières extraites du sous-sol. Notre énergie, ce n'est pas l'électricité de l'interrupteur. C'est entre 15 et 20%, 18% en Belgique, de l'énergie que nous consommons indirectement. Tout le reste, c'est ces énergies-là.
Même chose, si vous voulez du germanium, puisqu'on est branché germanium aujourd'hui, d'autres fois on fera autre chose, eh bien le germanium c'est 32 protons, et voilà le type de minéraux qui contiennent du germanium de façon générale, dont la germanite, la reniérite en référence à un géologue belge. Et ces minéraux contiennent environ 100 ppm, à peu près comme l'argent. Ils peuvent en contenir 100 parties par million. Donc vous trouvez 100 personnes à Bruxelles, c'est ça que ça veut dire, 100 parties par million. Et on en trouve aussi, c'est incroyable, hein, dans le charbon. En Chine, en Russie, on extrait du germanium du charbon. Parce que le charbon a une capacité à, quand des fluides assez chauds passent dans la roche, ils ont une capacité à contenir du germanium. Alors, où avons-nous extrait tout cela? En Belgique. La Belgique a été un grand producteur de zinc et de plomb. Pas que la Belgique, mais la calamine plombière, deux ressources, du plomb et de la bière. Deux ressources principales également là-bas à Sentein, du plomb et du zinc. Et du charbon. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est à cause du charbon. Et vous savez, comme vous l'a dit Christophe, que se représente ces terris. Et vous savez, si vous êtes là, je suis sûr qu'il y a une proportion non négligeable d'immigration italienne. Si vous êtes là, c'est parce qu'il y a eu ceci, une tonne de charbon, un mineur qui venait, tous ne restaient pas, 2 tiers repartaient parce que, bon, vous avez la répartition, donc on est que là quelque part, hein, vous avez la répartition des mineurs. Et l'Italie reste le premier pourvoyeur de nationalité dite étrangère, ce qui n'a aucun sens, en Wallonie en 2022, tout juste avant la France. Et les conditions de travail à côté du terri qui est juste derrière vous n'étaient pas aussi resplendissantes qu'elles ne le sont aujourd'hui, en tout cas juste après la Deuxième Guerre mondiale. Et vous connaissez, c'est Casa ici, hein, c'est pas Cosa, hein, c'est Casa. Ici, vous reconnaissez certaines façons de considérer ce qui était alors les étrangers, ce qui est aujourd'hui des étrangers quand ils arrivent. Ceci, vous le reconnaissez aussi, c'est à mon avis l'une des, malheureusement, photos les plus emblématiques de la catastrophe, ces deux-ci en tout cas. Et il y a une superbe exposition que j'ai vue il y a 2 heures de Camille Detraux, juste ici au-dessus. Je ne peux que vous inviter à aller là-bas. C'est remarquable. Et on fête, si je peux dire aujourd'hui, en tout cas cette année-ci, les 70 ans de la catastrophe et les 80 ans de l'accord bilatéral entre l'Italie et la Belgique. Alors, où a-t-on extrait tout cela? Dans les pays loin éloignés. Donc la Belgique s'est dit, c'est bon cette histoire, on va faire ça au Congo. Donc comme c'est loin, on ne s'en occupe pas. D'autres pays l'ont fait ailleurs. Alors voilà le coût en euros par tonne depuis 1957 jusqu'à 2025 du cours du cuivre. 1960, 1970, et vous voyez que de temps en temps ça monte, 80, 90, l'an 2000. Et pendant des décennies, les cours ont été tellement bas que les compagnies minières ont très peu investi pour de nouveaux gisements, ont très peu formé des ressources humaines, les vraies ressources des universités, c'est que les ressources humaines, et ont très peu investi en communication, vulgarisation. Quand la demande a été accrue début des années 2000, la demande est forte, l'offre est faible, les prix font x4 en 3 ans. Et en effet, depuis 2003, chaque fois que vous voyez un point noir sur la carte, c'est qu'il y a une très très grande extraction de cuivre. Et il y a une règle d'or, si je peux dire, avec Homo sapiens, c'est que dès qu'il y a moyen de faire beaucoup d'argent, il s'étend très fort. Il fait énormément de ressources. Nouvelle augmentation après la période Covid. J'ai dû, le mois dernier, réaugmenter, parce que ça n'allait que jusqu'à 11 000. Hein. J'ai dû passer jusqu'à 12 000 parce que c'est que le début d'une 3e augmentation massive. Depuis 3 mois, le cours du cuivre a pris 3 000 € la tonne. Donc si vous aviez acheté du cuivre fin de l'année civile dernière, vous auriez 3 000 € chaque tonne que vous avez acquise. Comment extrait-on ça? Soit comme ça. Donc vous avez tous vu des gros camions, si possible avec des roues plus grandes que la personne qui est à côté, des gros camions dans des gros trous. C'est des mondes de technologie, hein, ces industries.
Ça n'a pas l'air comme ça, on croit que c'est des bulldozers. Une grande proportion des industries de ce type se commandent totalement de la surface. Il n'y a plus personne en profondeur. Ils sont totalement gérés par la surface. Les camions sont gérés par la surface. Les bulldozers sont gérés de la surface. Il n'y a plus personne. Il n'y a pas les mineurs tels que vous les voyez à l'imparfait ici dans le charbonnage. Voilà par exemple le principal pourvoyeur de cobalt. C'est la République démocratique du Congo. Ce qui fait fonctionner nos batteries, c'est le cobalt. Eh bien, 3/4 du cobalt mondial est envoyé par la République démocratique du Congo. Voilà le principal niveau géologique qui fournit 3/4 du cobalt mondial. Ça s'appelle BOMZ. C'est tout noir. Le cobalt, c'est tout noir. Hein. Le manganèse aussi, mais quand vous touchez le manganèse, il ne colle pas au doigt. Le cobalt, il colle au doigt. La République démocratique du Congo fournit beaucoup de cobalt, mais le cobalt raffiné est presque en grande partie fourni par la Chine. La Chine contribue à fournir toutes ces matières. Un petit exemple, quelque part dans le monde, de matières extraites comme cela. Voilà un trou, alors ça, les géologues, ils adorent. Hein. Ce genre de petits trucs, ils vont tout de suite voir ce que c'est. Ils ne s'occupent pas de l'Atlas qui est juste derrière. Donc, il y a des gars qui creusent dans des conditions pas meilleures que celles qu'il y avait dans ce charbonnage. Et ils sont en bas. Et ils extraient la matière noire que vous voyez ici, qui est du manganèse, dans ce cas-ci. Et ils suivent le filon. Pardon. Ils sortent de la mine. Ils font des tas de cailloux noirs. Et ils ont des gueules noires. Similaires aux gueules noires des personnes qui travaillaient dans les charbonnages il y a quelques décennies. Deuxième façon d'extraire dans le monde, c'est ce qu'on appelle pudiquement le mining artisanal. Les Anglais aussi utilisent cette notation. Alors il y a des gars qui creusent, remplissent des sacs, toujours les mêmes sacs. On nettoie les sacs, il n'y a pas d'âge pour nettoyer les sacs. Il y a un service qualité qui se met en place, il n'y a pas de sexe pour nettoyer les minerais des sacs. Et les gamins transportent les sacs, c'est du minerai de cuivre, c'est un minerai vert qu'on appelle de la malachite. Et ils transportent les sacs vers les coffres des voitures. Les voitures transportent les sacs sur des camions et nous, on reste dans la voiture parce que, bon, c'est touchy. On suit quand même les camions, on arrive devant, vous voyez, vieux zinc, vieille machine à laver, vieux radiateur, on prend tout, hein. Et on se demandait c'était quoi les deux tuyaux là. Mais en fait, c'est les hauts fourneaux. Et vous aurez un excellent exemple de ce qu'est un haut fourneau dans la salle juste à côté. Et voilà les sacs. Et ils vont artisanalement créer des lingots de cuivre. Amnesty International estime que c'est à peu près 20% de l'extraction en République démocratique du Congo. 20% de cobalt, et vous avez compris que 75% du cobalt de nos batteries vient de République démocratique du Congo. Il y a à peu près un atome de cobalt sur 10 dans ma batterie, pas que la mienne, dans ma batterie qui est extraite de cette façon-là. Même chose au Maroc, un camion comme ça, c'est tout vu, vous faites marche arrière, hein, vous allez voir d'où il vient. Et au Maroc, l'activité artisanale, elle est tolérée dans deux régions, Tafilalet, l'est du Maroc, pas la région de Marrakech, et Figuik, l'est du Maroc, pas la région de Marrakech. L'activité artisanale est tolérée. Et donc, il y a des gars qui creusent au bord de la route. Et ils ont fait des trous. Avec les outils qu'on peut trouver. Et ils remplissent des sacs. Les mêmes sacs que ceux qu'on a en République démocratique du Congo. La différence, c'est qu'en Afrique du Nord, il y a des ânes. Et les ânes transportent les sacs jusqu'à dans le coffre des voitures. 2017. Moi, je n'avais jamais vu, même en spéléo, de lampes comme celle-là. Je ne savais pas que ça existait encore. L'Union européenne s'est donc dit, comme on extrait vers l'extérieur, ouais, c'était une lampe à carbure. Tout à fait. L'Union européenne s'est dit, on est totalement dépendant. Et nous sommes totalement dépendants des matières extraites du sous-sol. Quasiment plus rien ne s'extrait en Europe. Du coup, l'Union européenne a dit, dès 2009, on va créer des matières premières critiques
Et pour être critique, vous devez avoir 2 défauts ou 2 qualités, c'est selon. Vous devez avoir une importance économique. Il faut qu'on ait besoin de vous. Si on n'a pas besoin de vous, vous n'êtes pas critique. Et vous devez avoir un risque d'approvisionnement pour l'Europe. Donc si vous êtes en haut à droite, c'est pas bon, de façon générale d'ailleurs. Et donc, si vous vous retrouvez là quelque part, eh bien, vous êtes critique. Alors en 2010, le germanium est critique. Le lithium n'est pas encore critique. Nous sommes en 2010. Tous les 2-3 ans, l'Union européenne change. Ici, nous sommes en 2017. Le germanium est toujours critique. Les terres rares sont critiques, le magnésium est critique, le graphite pour les centrales nucléaires, mais pas que, pour tout ce qui est électrique, le fluor, le cobalt. Le lithium n'est toujours pas critique pour l'Union européenne. Nous passons en 2020, le germanium est fort critique et le lithium commence à être critique pour l'Union européenne. Le manganèse n'est pas critique. Vous voyez que ça évolue donc. 2023, le manganèse devient critique et le lithium et le germanium sont quasiment sur un pied d'égalité dans la criticité. Tous les autres éléments que vous voyez ici en rouge sont critiques pour l'Union européenne. Il y a un risque d'approvisionnement et il y a une importance économique. C'est ça que ça veut dire. Voilà la liste. 34 éléments. Tous sont géologiques. Et l'Union européenne ne produit que certains de ces minerais. Tout ce que vous voyez ici en première ligne sur une colonne d'aluminium, c'est ce qui est extrait en Union européenne. Tout ce que vous voyez ici en bleu très plein, c'est ce qui est produit dans l'Union européenne. Pour le lithium, voilà, il n'y en a pas. En Union européenne, il y en a beaucoup en Bolivie, il y en a beaucoup en Argentine, il y en a beaucoup en Australie, mais il n'y en a pas en Union européenne. Il pourrait y en avoir sous peu en France. Voilà pour le manganèse. Voilà pour le germanium. Nous n'extrayons pas de germanium dans l'Union européenne, mais l'ancienne Union minière du Haut-Katanga, qui s'appelle maintenant Umicore, qui est une compagnie belge, amène du germanium, en tout cas du minerai de germanium qui est traité à Balen, en Flandre. Il y a donc une production de germanium en Belgique. Et voilà la liste de toutes ces matières premières critiques pour l'Union européenne. Mais vous voyez que parfois pour d'autres pays, c'est pas les mêmes qui sont critiques. Si vous extrayez la matière dans votre pays, ce n'est pas critique pour vous évidemment. Le germanium n'est pas critique en Corée du Sud, n'est pas critique au Royaume-Uni, qui n'est plus dans l'Union européenne. Le lithium est critique partout, en tout cas dans tous ces pays-là. Le manganèse n'est pas critique en Inde, certainement pas, et au Royaume-Uni. Alors vous allez me dire, quid du futur? Excellente photo. Quand vous tapez dans un moteur de recherche, que je ne vous conseille pas, développement durable, vous aurez cette photo-là. C'est très vert. Mais votre œil maintenant vous dit, ouh là là, tout ce qu'il y a dans ce panneau photovoltaïque, c'est géologique. Tout ce qu'il y a comme fer pour fabriquer ces silos, et c'est pas que du fer, c'est géologique. Tout ce qu'il y a dans cette éolienne, c'est géologique. Tout le ciment, le béton qui est présent, c'est géologique. Toute l'électricité qui va faire fonctionner ce train, c'est géologique. Les graviers qui sont là, c'est des graviers géologiques. Et si cette dame porte un vélo électrique, la batterie, elle contient du nickel, du cobalt, du manganèse et du lithium. Voilà une photo où tout ce qui est dedans est géologique. Comment allons-nous chercher ça? Que de l'économie circulaire, mais un peu ajustée. L'économie circulaire, c'est 3 domaines. J'offre, je demande et je gère mes déchets. Et c'est 7 piliers. Vous allez voir, ça va aller vite. Premier pilier de l'économie circulaire, celui qu'Homo sapiens ne veut pas entendre, c'est je n'ai pas besoin de l'objet. Donc je n'ai pas besoin de téléphone portable. Ou je réduis ma consommation de téléphone portable. C'est la première étape de l'économie circulaire. Parce que recycler, qui est souvent l'étape que l'on nécessite pour l'économie circulaire, c'est la dernière étape de l'économie circulaire. Moins je recycle, plus je fais d'économie circulaire. Deuxième étape, deuxième pilier de l'économie circulaire, je réutilise, je répare, je redistribue. Alors pour vous donner un exemple, la moyenne d'un achat d'un téléphone portable en Belgique, c'est 19 mois. Donc tous les 19 mois, en moyenne, un Homo sapiens belge achète un téléphone portable. Vous allez me dire, mais enfin, impossible. C'est une moyenne.
Donc si vous en achetez un tous les 7 ans, ben, c'est une moyenne. Donc il faut qu'il y ait des gens qui en achètent tous les 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, ou qu'il y en ait 2 ou qu'il y en ait 3. Troisième étape de l'économie circulaire, je crée des éco-conceptions comme les Fairphone. Quatrième étape de l'économie circulaire, je recycle. Et ça, on intègre bien. Chaque fois que je recycle à 90% un objet, j'ai donc 90% au premier cycle. Au deuxième cycle, par rapport au tout début, je n'ai que 90% de 90%. Je n'ai donc plus que 81%. Au troisième cycle, c'est-à-dire une bouteille de coca, une canette, c'est de l'aluminium, je la recycle à 90%. La troisième fois que j'utilise une canette de Coca-Cola qui a été recyclée dans tout le système, je n'ai plus que 73% de ce que j'avais au tout début. Et pourtant, je recycle à 90%, ce qui est énorme, hein, 90%. Donc vous avez compris que recycler, c'est bien, mais ça fait des pertes. Et donc, dans l'Union européenne aujourd'hui, voilà les taux de recyclage. Attention, une vieille technique quand vous voulez faire passer quelque chose, mettez quelque chose à 55%, on a l'impression que c'est 100%. Ce n'est que 55%. Hein. Mais bon, on fait ce qu'on peut. 55, mais vous avez l'impression que tout est réglé, quoi. Le germanium se recycle à 2% dans l'Union européenne. Le lithium se recycle à 0%. On ne recycle pas le lithium aujourd'hui. Dans l'Union, mais nulle part d'ailleurs. Et le manganèse se recycle à 9%. Ça coûte plus cher de le recycler que de l'acheter, pour être précis. Ça peut se recycler, mais le prix que vous allez devoir dépenser pour recycler technologiquement est largement supérieur au prix si vous l'achetez tout fait. Et donc, dernière étape de l'économie circulaire, qui n'est pas dans le cercle, c'est d'alimenter la boucle. Et donc, pour les gisements, il faut alimenter l'économie circulaire par le mining. Et pour alimenter cela, plusieurs pistes, soit les astéroïdes, dont on parle ces derniers temps. Alors, rappelez-vous, 106 milliards de tonnes par an. Ça va en faire des allers-retours avec des shuttles qui prennent 2-3 grammes parfois. Un départ à 10h16, un départ à 10h17, parce qu'il va falloir les amener, les 106 milliards de tonnes. Hein. Deuxième étape, deuxième possibilité, sur les fonds des océans. Aujourd'hui, il y a un moratoire, on ne peut pas extraire sur les fonds des océans. C'est un moratoire international, mais deux pays tendent à quand même pousser à ce qu'on extrait assez vite, c'est les États-Unis et le Japon. On ne peut pas extraire au-delà de 200 miles des côtes d'un pays. À l'intérieur des 200 miles dans la mer, oui, mais au-delà, non. C'est un moratoire, mais certains pays, je pense que moi je vivrai des extractions des fonds océaniques par certains pays, notamment pour les nodules de manganèse dans certaines régions du monde, avec déjà des concessions toutes faites, notamment pour un pays. Comment est-ce qu'on peut faire des concessions dans des zones internationales qui se trouvent en dehors des 200 miles de la zone économique exclusive? On ne peut pas. Mais Voilà. Ah, l'AIFM, l'Agence internationale des fonds marins. C'est l'AIFM, l'Agence internationale des fonds marins, on ne devrait pas extraire. Je ne sais, normalement, on n'extrait pas, mais tout à fait. Et deux pays tirent l'AIFM pour aller chercher ces matières, c'est les États-Unis et le Japon. Troisième possibilité, des zones vierges. Alors l'Antarctique, ça paraît vierge, et ça l'est. Voici un explorateur, vous avez compris qu'il est français. Donc j'ai pris les drapeaux de tous les pays, alors c'est tous des grands pays. Hein. Il s'avère qu'il y a un explorateur belge qui au siècle passé est allé faire un tour là-bas. Donc la Belgique a des concessions, a des possibilités en Antarctique. L'Antarctique, c'est un morceau, pour l'est de l'Antarctique, c'est un morceau de l'Australie. C'était l'Australie quand les continents étaient tous regroupés. L'est de l'Antarctique, c'est plein de charbon et de cuivre, et de fer, pardon. L'ouest de l'Antarctique, c'est un morceau du Chili. Et le Chili, c'est le premier producteur mondial de cuivre. L'ouest de l'Antarctique, c'est bourré de cuivre. Voilà, on est prêt. On n'est pas les seuls, hein, mais on est prêt. Quatrième possibilité, l'Arctique. Vous savez que ça fond dans le patelin et que sur les côtes, il y a pas mal de gisements. Récemment, ceci vaut à peu près 400 milliards, m'a-t-on dit. Enfin, j'ai lu. Personne ne me l'a dit, hein, j'ai lu. On voudrait acheter ça à 400 000. Mais on va continuer à extraire dans la terre. Je suis très optimiste ou pessimiste pour vous dire qu'on va continuer à extraire énormément
dans les années qui viennent. C'est pas moi qui le dis, c'est les Nations Unies. On va augmenter encore nos taux d'extraction. À tel point que l'Union européenne, en 2024, s'est dit, ben, on va agir. Donc, quand il y a acte, c'est qu'on va agir. Et donc, on va agir parce que d'après l'Union européenne, la demande va augmenter de 12 fois pour 2030. Alors, 2030, c'est demain. Hein. On est plus proche de 2030 que de Covid de 2020. Hein. On est plus proche de 2030 que de 2020. Et ça serait 21 fois en 2050. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Union européenne. Et donc, pour 2030, demain, il faudrait qu'on ait, selon l'Union européenne, 10% au moins d'extraction sur le sol de l'Union européenne. 40% raffinés dans l'Union européenne. 25% recyclés dans l'Union européenne. Et pas plus de 65% ne provenant que d'un seul pays, par exemple le cobalt. Voilà les partenariats que l'Union européenne a aujourd'hui, depuis 2021 jusqu'à 2024. Vous voyez les pays qui sont partenaires de l'Union européenne pour alimenter l'Union européenne en ce qui constitue l'essentiel de l'activité économique de l'Union européenne, les matières du sous-sol, les minerais dont je vous ai parlé qui sont critiques. Et donc vous avez vu récemment qu'on voudrait aussi réextraire à nouveau dans l'Union européenne, et j'ai pris quelques articles de presse, hein, le bon filon comme ça, on fait le jeu de mots. Et vous voyez que ben, parfois on se déplace, il fait froid. Mais elle n'est pas le seul à s'y déplacer. D'autres y viennent aussi. Et donc vous pourrez sans problème trouver toute une série d'informations là-dessus. Je vous ai remis, et je peux vous envoyer évidemment tout cela. Les matières premières critiques pour la transition énergétique. Le principal problème, c'est voici les proportions d'investissement de l'Union européenne pour l'extraction minière. C'était plus que la défense, mais ça n'est pas plus que la défense aujourd'hui. Aujourd'hui, la défense consomme plus que ça. Et ça prend du temps. Entre le moment où je dis ici il y a un gisement et au moment où on extrait, il faut compter une dizaine d'années. Parce que ça prend du temps tout ce machin-là. Alors certains pays ont commencé. Donc je lisais le 11 mai dernier que l'Italie disait ceci. Et voici des mines en Italie, quand je passais là-bas, qui en effet ont été arrêtées d'être exploitées. Même chose en Belgique. En Belgique, on a établi un atlas des matières premières critiques. Alors il y a quelques soucis nationaux comme d'habitude. Hein. En Belgique, rien n'est simple. C'est des compétences, je ne sais pas très bien si elles sont régionales ou pas. Et donc, il y a plein d'extractions en Belgique. Mais on n'extrait plus de métaux. On extrait plein d'autres choses. Voilà toute la liste de ce qu'on extrait en Wallonie. Mais on n'extrait plus de métaux. On extrait des argiles, des calcaires, des craies, des grès, plein de choses. Voilà une mine de pierre bleue. Ça s'appelle une carrière de pierre bleue d'ailleurs. On extrait des argiles blanches dans les environs de Redus. On extrait des pavés dans les environs de la vallée du Boc. Et je me suis dit, bah, s'il y a à faire, allons voir dans mon jardin. Peut-être qu'il y a moyen de trouver plein de belles choses. Donc, quand on fait des travaux chez moi, évidemment, on analyse la roche, ça va de soi. Et donc, vous voyez, dans mon jardin, il y a plein de matières, 99,64% de tout ceci. Et dans mon jardin, il y a un peu de germanium, 2,43 ppm. Mais dans le vôtre aussi, hein. Il y a un peu de germanium. L'énergie que ça va nous prendre de transformer ces 2,43 ppm de germanium en un lingot de germanium est tellement colossale que personne ne viendra faire un gisement de germanium dans mon jardin. Et donc la Belgique s'est dit, ben voilà la liste de tous les potentiels gisements, donc pas mon jardin, de toute cette matière-là. Je suis sûr que vous êtes en train de regarder où est votre jardin. Je sais bien, vous avez fait la même chose. Et vous voyez qu'on n'est pas égaux hein, devant les jardins exploitables. Mais l'essentiel des cibles sont là. Ah, on est apaisé. Et en effet, l'Union européenne, chaque fois que vous avez un gros point noir, c'est un gisement potentiel qui pourrait être réouvert à l'avenir. Pour la Belgique, il y en a 2. Et ils sont dans l'est de la Wallonie. Là où, à Plombières et à Calamine, on a exploité pas mal de plomb et de zinc. Et déjà depuis 2023,
les médias, la Meuse, c'est vous dire si c'est vrai, la Meuse a potentiellement déjà vulgarisé cela. Alors en 2017, les gens se sont dit, une compagnie qu'on appelle Walzinc, se sont dit, on va réexploiter les gisements de plomb zinc. Et il s'avère que quand il y a du plomb et du zinc dans la nature, il y a leurs copains qui sont gallium, germanium, indium. Ils s'entendent bien, ces cinq-là. Chaque fois qu'il y a du plomb et du zinc, vous avez un tout petit peu de gallium, de germanium et d'indium. C'est des copains. Ils vont aller ensemble. Et donc, vous l'avez compris, autant le lead, c'est plomb, et le zinc ne sont pas des matières premières critiques, autant le germanium, le gallium et l'indium, oui. Alors le germanium, à quoi ça sert? Ça sert pour les fibres optiques, les infrarouges, les polymères, l'électronique, les photovoltaïques, bref, tout ce qui fait notre vie aujourd'hui ou que l'on considère être nécessaire pour faire notre vie aujourd'hui. Quel est le prix du germanium? Voilà le prix du germanium, 8597 € par kilo, c'est 500 fois plus, 500% de plus qu'il y a 10 ans, c'est par rapport à l'année dernière le double. Voilà le prix du germanium l'année dernière. D'après l'Union européenne, ça va augmenter parce que l'intelligence artificielle, ça va pas diminuer, c'est comme ça. La 5G, figurez-vous qu'on va bientôt passer à la 6G, je n'y suis pour rien. Que la demande dans l'électronique, dans la défense, dans les aspects militaires et dans les produits solaires va augmenter. La production, c'est 140 tonnes. Oui, je sais, c'est pas beaucoup. La Chine, voilà ce qu'elle représentait en 2022. En 2023 et 2024, la Chine dit, vous avez besoin de germanium? Je ne sais plus vous exporter de germanium. Les prix du germanium augmentent, évidemment. Nous sommes totalement dépendants des matières extraites dans d'autres pays du monde. Et en 2024, la Belgique s'est dit, puisque c'est comme ça, j'ai un ancien copain, la République démocratique du Congo, je fais venir du minerai et je peux extraire du germanium. Et alors, les États-Unis, ça c'est les États-Unis, disent que le germanium, il est extrait de Belgique, de Chine, de Canada et d'Allemagne. Mais il y a d'autres matières que la Belgique produit. Si vous avez besoin de diamants, Inde, Israël, Belgique, Afrique du Sud. Et si vous avez besoin d'antimoine et de platine, vous verrez un petit peu de Belgique. Umicore est un grand producteur mondial de matières premières. Donc ceci est apparu. Mais je ne pense pas que c'est le premier truc sur lequel vous avez cliqué quand vous avez vu le matériau critique. L'Union européenne compte sur les germanium made in Belgium. C'est pas l'info principale des JT. Le germanium, c'est un copain du zinc. Quand il y a du zinc, il y a du germanium, il y a de l'indium, il y a du tellure, il y a tout cela. Et c'est ce que l'on décrit. Chaque fois que vous voyez du zinc, il y a du cadmium, de l'indium, du germanium, de l'argent, du gallium. Chaque fois qu'il y a du cuivre, il y a ça. Chaque fois qu'il y a du nickel, chaque fois. Bref, vous voyez. Et donc, il y a aussi du germanium dans le charbon. Et depuis 2-3 ans, on sait comment. C'était pas le cas il y a 4-5 ans. Mais on commence à voir où se trouve le germanium dans le charbon. Et on commence à voir qu'il devrait y avoir cette teneur-là de germanium dans le charbon. Mais pas dans le charbon belge. Mais non, je suis désolé. Donc, on ne rouvrira pas les charbonnages du bois du casier parce que les teneurs en germanium, ça a déjà été dosé en 1954 parce que pas croire que les gars, ils faisaient rien. Hein. Ils savaient déjà. Il n'y a pas assez de germanium dans les charbonnages de Belgique. Par contre, il y en a, et voilà, les lieux, vous les connaissez, hein, c'est associé à des matières premières critiques stratégiques, et c'est dans l'est de la Belgique. Le principal minerai, j'en ai un là si vous voulez, je peux vous le montrer. Ça ressemble à ça, c'est des cailloux, il y a des failles, il y a des matières, il y a des minéraux, ils sont en dessous, il y a des minéraux, ils sont au-dessus, c'est tous des noms bizarres. On sait que le germanium existe en Belgique, dans des minéraux de zinc. C'est déjà depuis 2015 qu'on sait ça. Et un collègue qui est présent ici a déjà publié aussi qu'il y avait pas mal de germanium, oui, il y a pas mal de germanium en ppm dans des minéraux qu'on appelle des willémites parce que ça a été défini en Belgique. Mais à l'époque, en 1829, la Belgique était hollandaise et willémite, ça fait référence à Willem Guillaume d'Orange qui était la personne à ce moment-là. Et vous voyez qu'on peut définir aujourd'hui plein de choses. Vous voyez l'écart, ça c'est quelques millimètres et vous voyez que chaque fois que vous faites un point, vous avez une analyse et vous voyez que le germanium et le fer sont des copains. On a une bonne idée des gisements. Ceci, c'est des mètres de profondeur. On sait où ils sont. Tout ça est connu. Et voilà, plombière. Chaque fois que vous avez un point vert, c'est un forage. Voilà les teneurs. Tout ça est connu depuis 2014.
Et donc, il y a eu une réunion en 2017 pour expliquer à la population locale des communes que vous voyez là que potentiellement, on allait venir extraire du plomb et du zinc chez eux. Tu habites où, Eric? Nivelles. Nivelles. Dans 2 ans, on va ouvrir une carrière de plomb à Nivelles. Tous ceux qui sont là, rien de foutre. Eric, il dit, mais avec quoi tu viens, toi? C'est gentil, tes histoires de cobalt, de gamins qui creusent et d'ânes, mais ça m'intéresse pas ton histoire de nouvelle extraction à Nivelles. Donc il y a eu une réunion, il s'en fallut de peu que les proposants du projet se fassent taper. Hein. Heureusement qu'il y en avait qui parlaient allemand, hein. Sinon ils allaient vraiment se faire tabasser. Hein. Parce que la population, elle n'aime pas ce genre de rigolerie. Je vois bien qu'on va construire à Nivelles sous peu. Not in my backyard, pas dans mon jardin. Alors, et je terminerai par là, je me suis dit, mais depuis une dizaine d'années, je me pose cette question. Que représente la mine et la carrière pour un citoyen wallon? Donc vous rentrez chez vous et vous dites à la personne qui est avec vous, pour toi, aujourd'hui en 2026 en Wallonie, que représente une mine et une carrière? Les compagnies minières aimeraient bien que vous disiez ceci, c'est-à-dire tout ce dont j'ai besoin. Autant de tonnes d'argile, autant de tonnes de zinc, autant de ciment, voilà ce qu'un Américain qui naissait il y a quelques années aura besoin dans sa vie. C'est en livre, hein, parce que c'est un Américain. Mais en fait, pour un citoyen, c'est pas ça qu'il dit. Première chose, c'est pas sympa. Ça pollue, ça sent mauvais, ça fait du bruit. On passera pas nos vacances dans une carrière, dans la majorité d'entre nous. Ça détruit la flore et la faune. Voilà un site prospecté par une université locale, prospecté il y a quelques années, voilà ce que c'est devenu après. Il y a moins de flore et de faune. Ça augmente le charroi. Et en effet, proche de chez vous, si vous habitez près d'une carrière, le charroi est augmenté. Ça détruit le paysage durant l'exploitation. Voici un synclinal bien connu dans la vallée de la Meuse. Cette colline en Nouvelle-Calédonie, elle n'existe plus aujourd'hui. Elle n'y a plus. C'est rasé. Il n'y a plus. Il n'y a plus la colline. La Nouvelle-Calédonie, c'est le 3e producteur de nickel au monde. Elle détruit le paysage pendant l'exploitation. Il y a un trou, ben autant remplir. Je ne savais pas quoi faire de mon vieux véhicule, je le dépose là. Ça fait plaisir et ça débarrasse. On m'a déjà souvent dit, qu'est-ce que j'ai à voir moi là-dedans, citoyen? C'est une affaire de grosses compagnies, toutes ces grosses compagnies minières. Quel est mon rôle là-dedans? Et depuis d'ailleurs, le monde a dit signaler, dans l'extraction minière, la corruption est perçue comme inévitable, voire acceptable, encouragée. Pour les citoyens wallons, c'est dangereux. Ça, c'est une vue aux États-Unis. J'ai la version wallonne, c'est plus modeste. Mais il y a entre 1 et 2 accidents mortels par an en Wallonie dans les carrières. C'est dangereux pour les travailleurs. Le premier article de presse que moi j'ai vu pour les minerais de sang, c'est ça. Depuis, il y a des livres qui ont été décrits. Que c'est une cause de conflit. Chaque fois que vous voyez un point orange, c'est un conflit lié à la mine. Dans le monde, hein. Il y a conflit et conflit, hein. Vous avez bien compris qu'il y a moyen de faire des gros conflits. Oui, et le détroit d'Ormuz, c'est une affaire de matières premières, hein, comme vous avez compris. C'est un stress, parce que je ne suis pas sûr que vous repartez d'ici en vous disant super. Vous êtes un peu plus stressé. Et vous voyez les titres, alerte à la pénurie, c'est stressant tout ça pour le citoyen. Qu'est-ce qui vient nous embêter, celui-là, avec son stress? C'est incompréhensible. Aucun des mots qui est là pour le premier cours de métallogénie que je donne aux étudiants, c'est incompréhensible. C'est comme chez le médecin. Il vous dit bonjour, vous avez compris. La phrase qui suit, vous n'avez pas compris. Ben, chez les géologues, c'est la même chose. L'Ukraine était le 8e producteur de fer mondial. L'Ukraine n'est plus le 8e producteur de fer mondial.
La partie de l'Ukraine où on extrait le fer et le manganèse, c'est l'est de l'Ukraine. Que l'extraction de toutes ces matières, ce sont ces pays, pas européens comme vous l'avez compris. Le cobalt, si la République démocratique du Congo, pour des raisons que vous savez être potentiellement possibles, arrête l'export de cobalt, je peux vous dire que les batteries vont prendre un sérieux coup d'augmentation. Hein. Le cobalt, c'est nécessaire pour les batteries. Par contre, la fabrication, c'est ça. Que pour le citoyen, et il y en a dans la pièce, ils vont dire une mine en Wallonie, c'est Germinal. C'est Zola. C'est le bois du casier. C'est des choses tout à fait bizarres qui arrivent dans notre culture wallonne. Il se passe des choses bizarres. C'est les sidérurgiens plus ou moins réussis. C'est toute une série de choses que notre culture wallonne a emmagasinées depuis des décennies. Ça veut dire plein de choses. Que c'est contre le développement durable, puisqu'on nous a dit arrêtons de produire des combustibles fossiles, faisons des panneaux photovoltaïques et des éoliennes, ça ira mieux. Et je suis en train de vous dire qu'il y a aussi un conflit. Que au lieu de faire ça, on va faire ça. On est tous, si je vous montre ces 4 photos, c'est celle-là que vous allez choisir en premier. Peut-être celle-là ou celle-là ensuite, mais je ne crois pas que vous allez choisir celle-ci en premier. Que ça va faire perdre la valeur des maisons, exproprier, faire des dégâts. En conclusion de tout ce que je vous raconte ici, il est probable qu'on doive réduire nos consommations. Mais je vous rappelle qu'en 2020, l'année Covid, qui nous est parue une année atrocement difficile, nous avons réduit dans le monde les émissions de gaz à effet de serre de 3 à 6%. Donc cette année 2020, où rien ne s'est passé, nous semble-t-il, les émissions de gaz à effet de serre en Belgique ont diminué de 5%. Je rappelle que pour 2030, nous nous sommes engagés, enfin l'Union européenne s'est engagée à diminuer de 55% les émissions de gaz à effet de serre. En 2020, nous avons réduit les émissions de gaz à effet de serre de 5%. En 2030, dans 3 ans et 6 mois, il faudra réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55%. Il faudra faire 10 fois plus d'efforts que 2020. C'est ça, réduire. On pourrait trouver des alternatives technologiques, on en trouve. On pourrait continuer à recycler, mais on va continuer à extraire. Je vous assure qu'on va continuer à extraire. Je ne connais pas la répartition de ces 4 partie de l'économie circulaire. Est-ce qu'on va réduire, augmenter les technologies, recycler, extraire? Si on le fait hors de l'Union européenne, ce sera en travers de partenariats. Voilà, il y a des partenaires un jour, ils sont moins partenaires le lendemain. Ça pourrait se faire dans l'Union européenne, notamment pour le germanium, mais on pourrait faire le même exercice pour d'autres gisements. Mais ce qui est sûr, c'est que ce ne sera pas qu'une question de géologie. Ça sera beaucoup d'aménagement du territoire et de géographie, ce sera beaucoup d'écologie, ce sera beaucoup d'économie, ce sera beaucoup de santé, ce sera beaucoup d'éthique, ce sera beaucoup de sociologie, pas mal d'histoire, pas mal de géopolitique, un peu de droit et beaucoup de vulgarisation. Merci pour votre attention de cette heure passée ensemble.